Imaginez un instant. Un homme, un seul homme, dont les idées, nées il y a plus de 2500 ans, ont fini par modeler la vie de milliards de personnes et par définir le cours de toute une civilisation. Cet homme, c'est Confucius. Et ses paroles, loin d'être de l'histoire ancienne, résonnent encore aujourd'hui, de façon parfois surprenante. Alors, c'est vraiment la question qui est au cœur de notre analyse. Comment est-ce possible? Comment un homme qui, de son vivant, a connu l'échec, notamment en politique, a-t-il pu laisser une empreinte aussi profonde, aussi durable? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour bien comprendre la puissance de ses idées, il faut d'abord faire sa connaissance. Qui était-il vraiment? Et dans quel monde tumultueux a-t-il grandi? Le voici, Confucius, ou plutôt, devrais-je dire, Kong-Chiu. C'était son vrai nom. Né aux alentours de 551 avant notre ère, il faut bien se rendre compte que ce n'était pas une figure mythique, non, c'était un homme de chair et de sang, un homme confronté aux dures réalités de son temps. Et quel monde! Il faut s'imaginer la Chine de cette époque. Ce n'était pas un pays unifié, mais un véritable patchwork d'États rivaux, en guerre constante les uns avec les autres. L'ordre social s'était effondré, les valeurs morales étaient piétinées. C'est ce chaos, ce monde complètement brisé, qui va servir de catalyseur à toute l'œuvre de sa vie. Il était obsédé par une chose, trouver une solution. Face à ce désordre ambiant, la première réponse de Confucius, ça a été l'action. Il s'est littéralement jeté dans l'arène politique, persuadé qu'il pouvait réparer son monde de l'intérieur. Et son ascension a été fulgurante. Il grimpe les échelons dans son état de lu et lance une réforme incroyablement audacieuse. Il veut tout simplement briser le pouvoir des seigneurs de guerre pour restaurer l'ordre. Mais il a peut-être visé un peu trop haut, un peu trop vite. L'aristocratie, évidemment, s'est retournée contre lui, ses plans se sont effondrés et il n'a eu d'autre choix que de s'exiler. Ce qui a suivi, c'est une longue, très longue errance. Pendant 13 ans, il a voyagé d'un état à l'autre, tel un philosophe en exil, à la recherche d'un dirigeant éclairé, quelqu'un qui serait prêt à l'écouter et à appliquer ses principes pour restaurer l'harmonie. Il a frappé à de nombreuses portes. Il a offert ses conseils au cours de Wei, de Shen, de Chen et bien d'autres. Mais partout ou presque, il a été accueilli avec indifférence, parfois de la suspicion et souvent un rejet pur et simple. De son vivant, sa quête politique a été, il faut bien le dire, un échec retentissant. Mais voilà, l'histoire a parfois une façon de fonctionner assez ironique. C'est précisément cet échec politique qui va forger son triomphe philosophique. Rejeté par les puissants de son époque, il s'est tourné vers la seule chose qui lui restait, ses idées. Et c'est là que ça devient fascinant. Plongeons au cœur de sa pensée. Au centre, au cœur même de son système éthique, on trouve cette idée d'une simplicité désarmante mais incroyablement profonde. On l'appelle souvent la règle d'argent. C'est la base de tout, la réciprocité, l'empathie, un véritable guide pratique pour toutes les interactions humaines. Et cette anecdote, elle est géniale. Elle illustre parfaitement où étaient ses priorités. Pour lui, la valeur d'un être humain primait sur absolument n'importe quel bien matériel. Sa toute première pensée va aux personnes, pas à ses possessions. C'est ça l'humanisme en action. Cette priorité donnée à l'humain, eh bien, ça porte un nom, le règne. Attention, le règne, ce n'est pas juste être gentil, c'est bien plus profond. C'est la reconnaissance viscérale de notre humanité partagée, le véritable ciment de toute société qui se veut harmonieuse. Sur cette base du règne vient se greffer le yi, la droiture. Là, on parle de la motivation derrière nos actions. Est-ce qu'on fait le bien pour en être récompensé ou simplement parce que c'est la bonne chose à faire? Pour Confucius, il n'y a pas de doute. Seule la deuxième option a une réelle valeur morale. Et enfin, comment est-ce que ces vertus intérieures, le règne et le yi, se manifestent dans le monde réel? Grâce au li. Le li, ce sont les rites, les coutumes, les règles de conduite. Pour Confucius, si le règne et le yi sont le moteur invisible, le li, c'est la carrosserie qui donne sa forme à la société. C'est le langage commun qui permet à tout le monde de vivre en harmonie. Et voilà le point crucial de sa pensée politique. En appliquant ces principes, Confucius imaginait un gouvernement radicalement différent. Un État où le dirigeant n'est pas un tyran qui gouverne par la peur, mais un modèle de vertu qui inspire le peuple à bien se comporter naturellement. C'est une révolution. C'est incroyable de se dire que Confucius est mort en pensant avoir échoué. Alors comment ces idées ont-elles finalement pu triompher pour devenir cet héritage colossal que l'on connaît aujourd'hui? Après 13 longues années d'exil, quand il rentre enfin chez lui, Confucius a compris une chose. Son combat politique personnel est terminé. Mais sa quête, elle, ne l'est pas. Son plan B, s'il ne peut pas réformer les dirigeants en place, alors il formera la prochaine génération de leaders. Et son impact, là, a été immense.
On dit qu'il aurait enseigné à plus de 3000 élèves. Il a cessé de semer ses idées dans le sol stérile de la politique de son temps pour les planter dans l'esprit fertile de la jeunesse. C'est là, en fait, que réside tout le secret de son succès posthume. Mais son héritage n'était pas encore gagné, loin de là. Après sa mort, ses idées se sont heurtées de plein fouet à une philosophie rivale, le légalisme. C'était un vrai choc des titans, une opposition frontale entre deux visions du monde. Le confucianisme qui misait sur la bonté et la vertu, contre le légalisme qui ne croyait qu'en la peur et la punition. L'avenir de la Chine se jouait vraiment entre ces deux pôles. Et finalement, c'est le confucianisme qui l'a importé. Plus de 300 ans après la mort de Confucius, la dynastie Han a fait de sa philosophie la doctrine officielle de l'État. Ces enseignements sont devenus la base des examens de la fonction publique, façonnant l'élite dirigeante de la Chine pendant 2 millénaires. L'exilé politique avait enfin gagné sa bataille. Et cet héritage, aujourd'hui, on le voit partout. De sa tombe, qui est un lieu de pèlerinage depuis des siècles, jusqu'au temple moderne où ses idées sont encore débattues et étudiées. Son influence, ce n'est pas juste une note de bas de page dans un livre d'histoire. Elle est vivante, tissée dans la trame même de la culture est-asiatique. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Une question pour notre époque. Dans notre monde souvent fracturé, hyper individualiste, est-ce que les idées de Confucius sur la bienveillance, la responsabilité, l'harmonie sociale sont des simples reliques d'un passé lointain ou, au contraire, sont-elles plus pertinentes que jamais? La quête de ce vieil homme pour un monde meilleur pourrait bien, finalement, être aussi la nôtre.